Caroline Fourest, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous venez de publier Génération offensée. Depuis le début de la crise, les Français ont été soumis à rude épreuve. Il y a eu de nombreuses injonctions paradoxales, la préservation de la croissance et la lutte contre les inégalités, la reprise de l'école le 11 mai au nom de la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi l'interdiction de tout rassemblement public, le report de la réforme du chômage et des retraites au nom de la défense des plus vulnérables, mais le maintien de la suppression de l'ISF. Alors face à ces discours mouvants et des signaux qui sont complètement contradictoires, Caroline Fourest, on se demande si on ne va pas devenir complètement schizophrène après cette crise sanitaire. Oui, on a beaucoup rêvé du monde d'après. Je crois qu'on est en train de se dire que si déjà on sort pas trop dans un pas trop mauvais état, ce sera déjà pas mal. Les injonctions paradoxales, honnêtement, je crois que tous les pays confrontés à ce virus les ont vécues, parce que nous sommes tous pris en tenaille entre l'injonction paradoxale de devoir sauver notre santé, mais aussi sauver notre économie, parce qu'elle va aussi entraîner des morts et des désastres terribles si on prolonge des solutions moyenâgeuses comme le confinement. Le confinement n'est là que pour masquer nos pénuries, et c'est une nécessité, mais c'est une nécessité régressive dont il faut sortir à un moment donné. Par contre, c'est vrai qu'en France, ce confinement est arrivé dans un climat qui était déjà lourd, de défiance. Nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus haut taux de défiance envers ses institutions. Et ça, c'est très pesant quand on doit essayer de faire confiance à nos gouvernants. D'autant qu'il y a eu des ratés objectifs. Il y a eu des ratés objectifs sur la commande des masques, sur la question des tests. Nous ne sommes pas au niveau de testing qu'il faudrait pour pouvoir avoir un déconfinement complètement... il ne sera jamais sécurisé, mais disons plus rassurant. Pourtant, il va bien falloir aller de l'avant parce que, pour le coup, nous sommes un pays qui a des qualités formidables pour être courageux. Par exemple, je pense à la période des attentats. On sait être courageux dans ces moments-là. Je suis pas sûre que notre capacité à tout le temps râler ou à tout régler par le conflit soit nos meilleures armes pour sortir d'une crise sanitaire. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'adapter. Alors, Caroline Fourest, cette émission est ouverte aux téléspectateurs. Sabine a envoyé une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Sabine, je suis maman de 4 enfants et j'habite en France. J'aimerais partager avec vous mes inquiétudes, également mes peurs et mes craintes concernant un gouvernement qui ne nous dit pas tout. Depuis le début de l'épidémie, il y a un manque de masques pour le personnel soignant dans les hôpitaux, un manque de place pour les malades atteints du Covid-19. J'ai de la famille qui habite en Israël et qui peuvent se procurer autant de masques qu'ils veulent. Également, un gouvernement qui a fermé ses frontières trop tard. Est-ce que la confiance est rompue? Est-ce que nous pouvons faire confiance à ce gouvernement? Caroline Fourest. C'est vrai que la communication a été très maladroite sur le manque de masques et qu'il aurait été beaucoup plus simple de dire la vérité, à savoir qu'on en manquait terriblement et que pour ça il fallait les réserver aux soignants en priorité. Et c'est dommage de voir... C'est pas un mensonge, c'est une forme de communication un peu enrobante, on va dire, mais c'est normal que ça brise la confiance, d'autant que ça continue un peu sur l'histoire des tests. On nous a un peu expliqué que ces tests n'étaient pas complètement nécessaires pour tout le monde. Non, si on avait suffisamment de tests et suffisamment de personnel pour les mener, il faudrait tester le plus possible pour détecter notamment les asymptomatiques. Mais honnêtement, on a quand même la chance de vivre sous des gouvernants qui ont visiblement leurs limites, ne sont pas des super-héros, clairement, et ont commis des ratés en termes de communication politique, mais nous ne sommes pas non plus dans un pays où on nous ment délibérément, où on veut nous tromper pour essayer de faire voter des pleins pouvoirs, asservir nos libertés. Ça arrive dans beaucoup de pays de la planète en ce moment, il y a des confinements beaucoup plus douloureux que celui que nous sommes en train de vivre. Et moi, j'ai une immense inquiétude dans cette défiance qui monte. Donc j'en veux évidemment au gouvernement quand il rate ces exercices de transparence, parce qu'il favorise ces craintes légitimes et qu'on sait qu'on est un pays, pas le seul malheureusement, où la défiance se transforme vite en complotisme. Et aujourd'hui, le complotisme, on l'a vu contre l'ancien ministre de la Santé qui a eu des propos très malheureux et qui a prêté le flanc à tout ça. Mais on a vu que le complotisme, on sait où il mène, il mêle tous les fantasmes, il ramène tous les racismes, il ramène l'antisémitisme. Et donc on aimerait pouvoir avoir une défiance constructive. Voilà, c'est normal qu'on garde notre esprit critique, même fatigué, même épuisé, mais il faut que ça reste un esprit critique et pas une méfiance paranoïaque, parce qu'honnêtement, on avance en retard,
mais on avance. Parce que Caroline Fourest, en ce qui concerne la centralisation de l'information, on sait qu'en période de gestion de crise, il y a un principe qui est assez intangible finalement, c'est d'avoir un porte-parole unique. Ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été nombreux à prendre la parole. On se rappelle le jour par exemple où Jean-Michel Blanquer disait le matin que jamais les écoles ne seraient fermées et il a été contredit le soir même par le président de la République. Il y en a eu des boulettes quand même. C'est vrai que l'éparpillement de la communication n'a rien arrangé et que ça aurait été sans doute plus heureux d'avoir peut-être un ministre qui porte complètement la communication tous les jours, plutôt aussi même qu'une parole seulement scientifique. En même temps, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on soit quand même un peu tolérant avec le fait que changer, s'adapter de grille de lecture ou faire des ajustements, ça n'est pas que des boulettes. C'est simplement aussi qu'il y a une forme de consultation dans ces allers-retours. Il y a par exemple, le ministre de l'Éducation nationale et probablement le président de la République sont très en avant dans la volonté de réouvrir les écoles parce qu'il y a des enfants qui décrochent, parce qu'on sait qu'on va le payer socialement très cher derrière si ces enfants ne sont pas immédiatement, le plus tôt possible, réintégrés dans le système scolaire. Mais évidemment que ça crée... C'est d'une difficulté à mettre en œuvre dans une crise sanitaire et face à un virus qui demande de ne pas le faire de façon arbitraire, autoritaire, imposée sur tout le territoire, donc d'associer les maires, donc d'entendre les syndicats, donc d'entendre les parents et d'ajuster et de ne pas brusquer. Donc je fais la différence, si vous voulez, entre les ajustements nécessaires avec lesquels nous devrions être un peu tolérants, parce qu'ils sont aussi de l'ordre du sur-mesure dont nous avons besoin. Et encore une fois, l'éparpillement de la communication qui a aggravé finalement le message, qui l'a rendu moins audible. Ce confinement ciblé, la distribution de masques, les mesures de protection à toute la population, cette stratégie, avec ces 3 piliers, elle était impossible à mettre en œuvre en France. On a pris le train très tard. Et quand on l'a pris, il y avait déjà une guerre incroyable au niveau mondial pour se procurer ces masques FFP2, pour se procurer ces tests. Et même, je suis assez étonnée, je crois qu'au niveau des tests, on a été encore plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui clairement participe à la défiance légitime. Et j'espère et c'est pour ça qu'on ne pourra pas non plus nous faire une forme de chantage un peu paternaliste autour du 11 mai. Parce que si vous voulez, 2 mois de confinement, c'est le maximum qu'on peut demander à une population. Ouais. Et finalement, la population, les Français ont été plutôt sages. J'ai envie de dire, ils ont rempli leur part du contrat, c'est-à-dire donner ces 2 mois aux gouvernants pour rattraper les pénuries que nous avions et essayer de reprendre le train en route. Oui. On ne peut pas leur demander plus, objectivement. Donc le ministre de la Santé, c'est là où il a commis une vraie maladresse, ne peut pas faire un chantage au bon comportement des Français par rapport au 11 mai, parce qu'en réalité là, c'est le bon comportement du gouvernement qui compte. Même s'ils sont en retard sur les tests et les masques, ils ne pourront pas reculer la date de ce confinement parce que nous avons tous besoin d'un repère stable et que le politique reprenne la main sur le sanitaire, y compris sur le risque sanitaire, pour donner des repères qui permettent à la fois de se projeter mentalement, on en a tous besoin, qu'il y ait une sortie à ce confinement, oui. Et aussi pour que l'économie se remette en route. Par exemple, pour qu'on commence à planifier nos vacances. On a tous compris qu'il y avait un risque de seconde vague, que vraiment ce virus n'était pas derrière nous, mais si on ne nous dit pas clairement qu'on peut au moins partir en vacances en France cet été et faire des projets, on risque vraiment de se tirer une balle dans le pied économiquement, parce que c'est notre dernière carte à jouer, ouais. Le tourisme en France, pour essayer de rattraper un peu la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous pensez qu'il faudra demander des comptes à la Chine? Vous pensez qu'ils ont caché la vérité au monde? Nous savons par exemple que les marchés aux animaux vivants, ces foyers d'épidémie ont repris comme si de rien n'était. Oui, je pense qu'il faudra vraiment demander une enquête internationale sur la question des marchés aux animaux vivants, qui n'existe pas qu'en Chine. D'ailleurs, je pense qu'il faudra l'adresser à tous les pays qui ont ces pratiques. Mais particulièrement, on sait que beaucoup de coronavirus, beaucoup de virus et d'épidémies sont partis de ces marchés aux animaux vivants. Et donc, même si c'est une tradition à laquelle la Chine est très attachée, il va falloir qu'elle mette en place des protocoles qui nous rassurent. Et puis même, il va falloir faire une enquête aussi sur l'hypothèse plus incertaine de est-ce que ce virus s'est échappé du laboratoire de Wuhan. C'est une hypothèse beaucoup plus incertaine que celle des marchés aux animaux vivants. Mais comme il y a une suspicion, le meilleur moyen de combattre les théories du complot et la suspicion, c'est toujours de faire la clarté, de faire la transparence. Donc c'est important que la Chine accepte d'associer des enquêteurs internationaux, y compris ceux de l'OMS qui ne sont pas les plus mal disposés à leur encontre, pour essayer
de partager les éléments qui peuvent nous rassurer à ce sujet ou qui peuvent nous éclairer tout simplement. Alors, le gouvernement a annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. C'est ce qu'on appelle la quatorzaine. Ça a été rendu obligatoire pour les personnes arrivant sur le territoire national avec un isolement si elles sont malades. Est-ce que vous ne pensez pas, Caroline Forest, que cette décision a été prise quand même bien trop tard? Vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence dans la gestion du temps? D'ailleurs, les personnes testées positives qui se trouvent déjà sur le territoire, le gouvernement n'a pas pris de dispositif législatif pour imposer l'isolement. J'ai envie de vous dire que c'est toujours facile un peu quand on est assis sur une chaise de dire que c'est trop tard, mais certainement cette mesure aurait été utile plus tôt. En même temps, clairement, si on avait un système efficace de testing et de tracing, avec toutes les difficultés que cela pose néanmoins du point de vue des libertés, parce qu'encore une fois, l'application à laquelle on va peut-être nous pousser à adhérer, elle pose d'immenses questions en termes de liberté et de surveillance, mais c'est ce système qui permet d'éviter de rattraper le temps que nous avons perdu avec l'isolation des cas testés positifs aux frontières, c'est certain. Justement, vous avez une question d'Alex pour vous. Alors voilà, moi j'ai une question face à l'application qui est assez controversée Stop Covid. Elle ne sera pas disponible le 11 mai. Ma question c'est la suivante. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette application elle est vraiment indispensable dans la gestion de la crise sanitaire? Et d'autre part, est-ce que cette application elle va pas à l'encontre de nos libertés, que ce soit individuelles ou collectives? Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Forest, de cette application? C'est un vrai débat. Honnêtement, là aussi, c'est un retard, pour le coup, assez cruel, parce que cette application devrait être prête pour le 11 mai, et nous devrions même être capables d'en débattre avant le 11 mai. Clairement, je pense que nous sommes devant un dilemme terrible, parce que cette application, certainement, est plus efficace que de mettre en place des équipes qui vont essayer de remonter avec le cas déclaré positif, tous les contacts qu'il a eus. Cette application a notamment l'effet positif de pouvoir remonter les gens que vous avez croisés dans les transports en commun que vous ne connaissez pas. Et donc, du point de vue d'arrêter la circulation du virus, c'est l'efficacité. Du point de vue de ce que ça représente en termes de risque, de précédent pour le suivi de nos données personnelles, de l'implication de sociétés privées, parce que c'est assez inéluctable dans la surveillance de nos données personnelles, je suis très, très, très inquiète. Et donc, je préférerais évidemment que nous ayons tous les moyens humains et que le virus nous fasse le cadeau de reculer à temps pour que nous n'ayons pas à avoir recours à cette application. Malheureusement, il est possible que le virus décide à notre place. Une autre question d'Oriane de Charenton pour vous. Les personnels soignants sont aujourd'hui en première ligne de la situation et démontrent un réel manque de moyens pour parvenir à soigner comme on voudrait le faire et selon nos objectifs. Quelles leçons faudrait-il en tirer? Ne faudrait-il pas tourner aujourd'hui les budgets plutôt vers l'école, vers la santé, au lieu de tenter de reconstruire une économie pour reconstruire cette société qui est une société consumériste telle qu'on la connaît et qui est devenue aujourd'hui complètement folle au regard de la situation? Caroline Forest. Bien sûr, et ça aussi, ça relève de notre responsabilité à tous, parce que c'est à nous d'en tirer les leçons et de voter désormais pour des politiques qui tiennent à la santé et à l'éducation. J'ai retrouvé une chronique de 2008 où je me montrais très critique vis-à-vis de déclarations du président de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, et qui demandait à l'hôpital d'être rentable et d'avoir une culture du résultat, et qui annonçait la mise en place, quelques mois plus tard, des ARS, des agences régionales de santé, qui ont créé une technostructure qui coûte extrêmement cher, d'abord en fonctionnement et en paperasse, et qui a pour principale mission de demander à l'hôpital de faire des économies et notamment de fermer des lits. Je pense qu'à l'issue de cette crise, clairement, il va falloir revoir la question des ARS et il va falloir enlever un peu d'argent à la technostructure pour redonner de l'autonomie aux médecins qui ont prouvé pendant cette crise que quand on les laissait gérer, ils étaient capables de tripler le nombre de lits et de s'adapter de s'adapter aux besoins pour protéger notre santé. Merci beaucoup Caroline Forest de votre intervention sur i24 News. On se retrouve demain pour une nouvelle émission spéciale sur le coronavirus.